Bonjour à tous, par ce diaporama, nous verrons quelques notions théoriques liées au feu d'espace naturel. On distinguera dans un premier temps les feux de forêt. On ne va pas s'attarder dessus car il s'agit d'une spécialité. Les feux de forêt sont caractérisés par des accès difficiles, par un potentiel calorifique relativement important du fait de la végétation dense. Seuls les CCF sont habilités à intervenir et avec des équipages formés FDF et code 2 pour le conducteur. L'objectif du SDIS est de former 100% des sapeurs-pompiers dont le centre est doté d'un CCF. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et consulter le calendrier de formation. On va distinguer les feux de zone en déprise. C'est un terme qui nous vient du GDO, le guide de doctrine opérationnelle. Par zone en déprise, on entend tous les terrains vagues, les zones abandonnées, sur lesquelles la végétation a poussé de façon anarchique. Donc ça va être constitué de mosaïques de friches, avec un comportement du feu difficile à anticiper, du fait de cette végétation disparate. L'intervention des CCR ou des FPT est possible en fonction des accès. Nous distinguerons les feux de récolte sur pied, qui sont caractérisés par un potentiel calorifique important de par la densité de végétation. Le comportement est relativement anticipable du fait qu'il s'agit de végétation homogène et qui va se propager de façon assez théorique. La présence possible de points sensibles, on voit ici sur la photo une ligne aérienne, mais il peut également s'agir d'éoliennes, de hangars, de matériel agricole ou généralement de fermes à proximité. Donc rappelez-vous la MGO, il vous faudra défendre ces points sensibles en priorité. Les CCR ou les CCF sont habilités à intervenir sans nécessairement avoir de qualification FDF à bord. Seule la qualification incendie est requise. Les feux de chaume, alors ce qu'on appelle le chaume, c'est le reste des récoltes une fois qu'elles ont été coupées. On va donc être sur un potentiel calorifique qui est moins important, car moins de matière à brûler. Ça vous autorisera, en fonction des conditions, à retirer la veste de feu et garder la TSI manche baissée. Le comportement est également anticipable, vu qu'on est sur quelque chose d'homogène. Présence également de points sensibles comme précédemment. Et comme précédemment, CCR et CCF sont habilités à intervenir sans être spécifiquement FDF. Les feux d'espace périurbains, donc en marge d'un feu de forêt, le feu peut venir parfois en lisière de zones périurbaines. Et dans ce cas, vous serez confronté à de nombreux points sensibles à défendre. L'avantage, c'est que qui dit habitation et qui dit zone urbanisée dit DECI à la norme. Donc normalement, vous devez trouver des bâches incendie ou des poteaux d'incendie dans le coin. L'ensemble des engins d'incendie, FPT, CCR, CCF, est habilité à intervenir sans qualification particulière FDF. Nous verrons à la fin de cette présentation la méthode à adopter pour la défense de points sensibles. Une petite vidéo qui illustre la différence tout-terrain hors chemin entre CCR et CCF. On voit ici à gauche le CCR qui est un châssis rigide, l'ensemble de l'engin travaille d'un seul bloc. Et à droite le CCF qui a un châssis articulé qui lui permet notamment de franchir des fossés, ce que ne peut pas faire le CCF. Donc attention, le CCR n'est pas un vrai tout-terrain, il est là uniquement pour pouvoir faire du hors-chemin. Une petite diapo issue du GDO qui nous rappelle que le CCR est prioritairement utilisé sur les feux de structure, mais également sur les feux d'espace naturel, à l'exclusion des missions donc, qui sont dévolues au CCF. Il est en catégorie 2 au sens de la norme, ce qui limite son emploi des terrains peu accidentés, qu'on va appeler hors route, donc sur les chemins. Ils ne sont pas équipés d'autoprotection ni d'air respirable, de sorte à ce qu'on ne soit pas tenté à les utiliser sur du feu de forêt. Donc il est proscrit de les utiliser sur feu de forêt, mais ils peuvent donc être utilisés en marge des feux de forêt, sur les feux de végétation et sur les défenses de points sensibles. Ils sont équipés de 4 à 6 places, tout chemin, et comme vu, pas d'autoprotection. Le camion citerne feu de forêt, nous n'avons que des classes M, moyens. Ils sont classés en catégorie 3, ce qui signifie qu'ils sont tout terrain. Ils disposent de 4 places, d'une autoprotection, d'air respirable, et les personnels peuvent également bénéficier de cagoules de fuite et de ponchos pour se protéger.
Le CCF, comme illustré ici, peut intervenir sur feu de récolte sans être forcément qualifié FDF. Un petit rappel sur les méthodes d'intervention, feu de récolte et feu de chaume. On commence par analyser la zone d'intervention, la desserte avec les types de voies, les accès, cheminements, car en fonction de votre engin, vous ne pourrez pas passer partout. Les enjeux, ça vous pouvez d'emblée, dès le trajet, analyser un petit peu la carte et voir si on a des infrastructures à proximité, des habitations, des bâtiments agricoles. Les ressources en eau, donc au milieu des champs, on va pas forcément trouver ce qu'on veut, donc soyez vigilants sur l'eau et n'hésitez pas à demander un CCGC si besoin. Très important sur tout ce qui est feu d'espace naturel, ça va être le vent, car c'est le moteur du feu, le vent, et en fonction de sa force et de sa direction, vous pourrez anticiper le comportement. Le type de végétation également va être intéressant. On a certaines végétations qui sont plus résistantes au feu, telles que le maïs, la luzerne, le tournesol ou les vignes. Ce sont des espaces sur lesquels le feu va ralentir et donc peut vous aider. Les agriculteurs peuvent vous être d'un grand concours également avec leur matériel. Ils ont des tonnes à lisier, des charrues, des gyrobroyeurs, tous ces matériels qui permettent soit de jalonner le feu, soit de créer des zones coupe-feu en retournant la terre et en faisant disparaître un petit peu ce qui peut brûler. Donc n'hésitez pas à vous servir d'eux. Souvent ils sont vraiment très disponibles pour ça. Soyez cependant vigilants à leur sécurité. Un petit rappel du vocabulaire. Donc ici, vous avez une simulation d'un feu de champ. On va retrouver l'origine du feu. Ce feu va être poussé par le vent et va déterminer un axe de propagation. Petit rappel, on parle de l'origine du vent, donc un vent du sud va pousser, comme ici, le feu vers le nord. Donc quand je regarde dans le sens de propagation du feu, sur la droite, on retrouve le flanc droit, sur la gauche, on retrouve le flanc gauche, et sur l'avant, on retrouve la tête du feu. Et au milieu, tout ce qui est noir, c'est la zone brûlée. On se rappelle de la MGO, on commence par les sauvetages et les mises en sécurité. Donc si vous avez des habitants, des infrastructures qui sont menacées, commencez par les protéger avant même de vouloir attaquer le feu. Priorité donc à la sécurité des personnes et des biens. On peut également tomber sur des animaux. Le Maine-et-Loire est beaucoup pourvu en centre équestre, en haras. On peut également avoir des élevages bovins, ovins. Et donc rapprochez-vous des éleveurs ou des propriétaires pour mettre les animaux en sécurité. Quelques précautions à observer lors des attaques. Attention aux accès. Le CCR, je le rappelle, n'est pas fait pour franchir les fossés. Prévoyez toujours un itinéraire de repli. Et si vous n'êtes pas sûr, engagez votre engin en marche arrière de sorte à pouvoir partir facilement s'il y a besoin de s'échapper. Porter les EPI adaptés. Trop souvent, on voit des gens en manches courtes. Ce n'est pas possible. On a trop vu de brûlures ou de comportements de panique liés à des EPI qui ne sont pas adaptés. Donc si fort rayonnement, c'est tenue de feu complète. Et si vous êtes sur des phases de noyage ou à faible rayonnement, c'est TSI, manche baissée, cagoule et casque. Lors des manœuvres dynamiques, très important, le conducteur doit toujours avoir en visuel les porte-lances pour éviter de leur rouler dessus. Ce serait vraiment dommage d'avoir des accidents comme ça à rouler sur ses équipiers. D'autant que tout ce qui est feu d'espace naturel, on va privilégier des attaques très dynamiques en se déplaçant, comme on peut le voir illustré sur cette photo. Évoluer au maximum et si possible dans les zones brûlées. Ce qui a brûlé ne rebrûlera pas, donc vous êtes en sécurité dans ces zones-là. Donc c'est une chose importante. Commencez par vous positionner dans le noir. Quelques exemples d'attaques. L'attaque de percer le flanc, c'est la plus sûre. On voit ici le CCF pénètre par la zone brûlée, vient prendre le feu à rebours et vient percer le flanc. Et puis, de façon très dynamique, on va remonter vers la tête du feu de façon à l'éteindre. Donc c'est la méthode la plus sûre, car on est dans le brûlé et qu'on n'aura pas de mauvaise surprise. Si le vent tourne, ce qu'il y a autour de nous ne brûlera pas à nouveau. Par contre, c'est une méthode qui nécessite d'être très dynamique et de se déplacer assez rapidement. On va voir la méthode d'attaque de flanc. C'est celle qu'on voit souvent en feu de forêt. Le principe consiste à jalonner les flancs pour les réduire, de sorte que la tête de feu ne soit plus très virulente et qu'on puisse l'arrêter définitivement. C'est une méthode qui est efficace à plusieurs engins, on appelle ça le jalonnement, quand on vient se positionner tout au long du flanc. Et attention, par contre, si le vent tourne, on voit que les CCF là sont dans une zone qui n'a pas brûlé, et donc sont entourés de matière inflammable. Si ça s'enflamme d'un coup, vous pouvez avoir des surprises.
Donc soyez très vigilants à ça. Enfin, la méthode qu'on appelle la ligne d'appui, qui consiste à attendre le feu au niveau de sa tête, et quand le feu arrive à portée de lance, on fait une attaque massive et coordonnée. Attention, c'est la méthode la plus risquée, parce qu'on est sous les fumées, qu'on va être soumis à un fort potentiel, donc là c'est tenue de feu complète sur pantalon et veste de feu. On va chercher à s'appuyer sur un endroit qui nous est favorable, avec une zone pyro-résistante ou avec une route ou des obstacles qui vont naturellement ralentir le feu. Abordons maintenant la défense de points sensibles. Même si vous n'êtes pas FDF, vous pouvez intégrer un dispositif feu de forêt pour défendre des points sensibles. Ici, on voit une illustration du GDO qui montre une défense de points sensibles menée par un groupe feu de végétation. Dans la mesure du possible, positionner les engins à l'opposé du feu, protégés par les infrastructures. Ici, on voit que les agrès sont protégés par les maisons. Si vous n'êtes pas alimenté, soyez très vigilant à la pérennité de l'eau. N'ouvrez qu'au dernier moment, de sorte à bien coordonner la défense du point avec le passage du feu. On n'oublie pas la MGO, on commence par évacuer, confiner les personnes, on met en sécurité les maisons en fermant les portes, les fenêtres, les volets, les ventilations. Essayez de trouver des points d'eau, peut-être que les maisons, les jardins sont équipés de piscines, de bassins qui peuvent vous aider. Port de la tenue de feu complète, on est sur une manœuvre défensive avec un feu qui va vous arriver de façon très violente. Si vous êtes doté d'aéris, portez les aéris. Et donc synchronisez bien l'attaque aux ordres du chef de groupe. La défense de points sensibles peut également se faire par un engin isolé, et ça peut être un engin urbain type FPT. Dans la mesure du possible, essayez de vous alimenter. Si c'est pas le cas, pareil, coordonnez bien l'ouverture des lances au dernier moment, et protégez-vous par les bâtiments. Et pour tout ce qui est engin urbain, restez bien sur les zones carrossables. Et toutes les autres consignes vues précédemment, telles que le port des EPI complets, s'appliquent. Pour conclure, portez les EPI adaptés au risque. Je le rappelle, le polo bras nu est prohibé. La protection des yeux n'est pas une option non plus. Vous allez être soumis à des fumées, à des escarbilles, à des petites particules. Donc que ce soit le casque F1 ou le casque F2, pensez à mettre les lunettes. Si vous avez des aéris, c'est encore mieux, portez l'aéris. Et pour protéger les voies respiratoires, le port du masque FFP2 est recommandé, il permet de filtrer certaines des particules. Ne surestimez pas les capacités de franchissement de votre SCR. Et pensez que le vent peut tourner, donc évitez de stationner dans des zones qui ne demandent qu'à brûler. On a vu trop de surprises comme ça et d'engins perdus parce qu'ils se sont retrouvés au milieu des flammes. Prévoyez toujours un itinéraire de repli, ne vous engagez pas à l'aveugle. Et enfin, entraînez-vous aux manœuvres de repli, le GDO les explique. N'oubliez pas que le tuyau constitue une parfaite ligne guide pour vous ramener jusqu'à l'engin. Sur ce, je vous souhaite un bon entraînement.